Un entrepreneur pas comme les autres. Il s'appelle Guillaume Moubèche. Il est président et cofondateur de Lemlist. Bonjour Guillaume Moubèche. 1 heure et quart de pure valeur. On a retracé un peu son parcours. On est arrivé jusqu'à où il est aujourd'hui. Donc CEO de Lemlist qui font 8 millions d'ARR, donc de revenus annuels. Si vous êtes solopreneur, entrepreneur, start-upper, peu importe, tous les conseils qu'il va vous donner, ça va être des pépites. Mes parents, ils ont grandi dans le sud-ouest. Pour eux, c'était super important que je fasse des études scientifiques. Très rapidement, moi, j'avais envie de me tourner vers le business. Mais quand je regardais un peu les débouchés, c'était école de commerce qui coûtait une blinde sur 5 ans. Et ça, c'était pas envisageable pour mes parents. J'ai toujours su que je voulais faire du business, mais je savais pas encore sous quelle forme. Et j'ai toujours eu un gros caractère. Donc, je me suis dit qu'entrepreneur, au bout d'un moment, ça faisait sens. Récemment, ça fait quasiment le tour de France au niveau entrepreneurial. Vous avez refusé une levée de 30 millions, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est déroulé? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça publiquement? Parce que ça a été communiqué. Ouais, alors en fait… Salut Guillaume, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans Skill Experience. C'est un honneur pour nous de t'avoir ici. On a vraiment envie d'apporter beaucoup de valeur, de partager ton parcours, d'inspirer beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux démarrer peut-être par te présenter? Qui es-tu? Ce que tu fais? Ouais, merci à toi de m'accueillir ici. Je suis super content de partager mon aventure et mes expériences avec vous. Donc, je m'appelle Guillaume Moubèche, je suis le CEO et cofondateur de Lemlist, une solution qui aide les entreprises à prospecter et à rentrer en contact avec leurs futurs clients. Aujourd'hui, on est 40 dans la boîte, on fait plus de 8 millions de chiffre d'affaires annuel en moins de 3 ans et demi. Magnifique, magnifique. Et est-ce que, la première question, est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur? Est-ce que quand tu étais petit, tu disais, je vais être entrepreneur, ou est-ce qu'il y avait un autre rêve derrière tout ça? Non, en fait, quand j'étais petit, je pense que je voulais être parfumeur. Genre, j'adorais les parfums, j'adore les odeurs. C'est un truc un peu chelou, mais j'ai toujours adoré les odeurs. Du coup, je voulais être parfumeur quand j'étais petit. Et du coup, est-ce que tu as fait des études par rapport à ça ou… Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait de la… En gros, moi, si tu veux, mes parents, ils ont grandi dans le sud-ouest, dans une ferme. Et donc, pour eux, c'était super important que je fasse des études scientifiques. Très rapidement, moi, j'avais envie de me tourner vers le business. Mais quand je regardais un peu les débouchés, c'était école de commerce qui coûtait une blinde sur 5 ans. Et ça, c'était pas envisageable pour mes parents. Et donc, je me suis dit, je vais faire des sciences. Donc, j'ai commencé à faire de la chimie. Je suis parti un peu en Écosse où on m'a proposé un doctorat pour faire de la recherche en synthèse de médicaments. Okay. Après, du coup, j'ai décidé de rentrer en France pour devenir ingénieur, où là, mon objectif, c'était de me rapprocher de plus en plus du côté business. Et à la fin, j'ai été accepté à HEC, donc en plus de mon diplôme d'ingénieur. Et là, mes parents se sont dit, c'est pas une école trop mauvaise, donc c'est OK qu'il fasse du business, sachant qu'il a déjà son diplôme d'ingé. Ok, donc en fait, tu as parcouru un peu plein de types de compétences au final que tu as développées au cours du temps, quoi. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps à faire des études. J'ai commencé par la fac en fait, parce qu'au lycée, j'ai failli me faire renvoyer de mon lycée plusieurs fois, donc très dissipé. Et après, je me suis dit, j'avais toujours des bonnes notes à l'école, mais ce n'était pas le truc qui me passionnait le plus. Et en fait, je pense que j'ai mis du temps à trouver et j'ai toujours su que je voulais faire du business, mais je ne savais pas encore sous quelle forme. Et j'ai toujours eu un gros caractère, donc je me suis dit qu'entrepreneur, au bout d'un moment, ça faisait sens. Ok, et justement par rapport à ça, par rapport à l'école, quel a été et quel est toujours ton rapport à l'école? Est-ce que ça t'a vraiment apporté quelque chose ou est-ce que tu vois les choses différemment? En fait, l'école, je pense que on va dire que quand tu as un diplôme, ça montre que tu sais apprendre. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, il faut que tu apprennes tout le temps. Toi, aujourd'hui, j'ai fait de la chimie pendant, 6 ans. Ça ne me sert pas du tout dans ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Pareil, tu vois, même à master à HEC en marketing, ça m'a pas servi, tu vois. Genre, on voit des trucs qui sont ultra théoriques, mais par contre, ça montre que j'ai su apprendre, j'ai su me former sur certains sujets. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, tu vois. Mon cerveau, il a été entraîné à apprendre et aujourd'hui, je sais que je peux apprendre plein de choses. Et j'ai aussi cette confiance, je dirais, pour appréhender n'importe quel sujet, qu'il soit technique ou très business. Je sais que si je me bloque, tu vois, une semaine sur un sujet, je vais le dégommer, quoi, tu vois. Okay. Et c'est la seule utilité, je dirais, des études, tu vois. Mais clairement pas un prérequis pour monter un business. Hyper intéressant. Et est-ce que du coup, tu as eu un déclic pour être entrepreneur? Est-ce qu'il y a un truc dans ta vie qui s'est produit? Et comment tu as démarré en fait en tant qu'entrepreneur? En fait, alors la première en école d'ingé, il y avait un parcours entrepreneur où là j'avais lancé du coup, c'était un projet de fin d'études où on lançait et on pitchait devant des business angels à la fin.
un projet. Et donc, on avait eu des investisseurs qui voulaient mettre de l'argent et au final, on avait décidé de chacun faire un peu ce qu'on voulait. Et là, je m'étais dit, c'est vrai que c'est cool l'entrepreneuriat. Mais après ça, en fait, je suis parti entre mon école d'ingé et HEC, je suis parti voyager pendant 1 an autour du monde. Et l'objectif, c'était d'utiliser les réseaux sociaux pour se loger gratuitement chez les gens. Et en fait, j'ai utilisé plein de réseaux sociaux. À la base, moi, tu vois, je suis quelqu'un d'assez introverti. J'ai du mal à parler avec les autres. Enfin, tu vois, genre, je suis pas quelqu'un qui va aller aborder des gens, par exemple. J'ai pas de problème, tu vois, à parler dès qu'on vient me voir. Hein. C'est pas ça, mais c'est juste que le fait de faire ce premier pas, c'est difficile pour moi. Et cette expérience, tu vois, en tour du monde où il fallait contacter des gens et en plus les convaincre de te laisser dormir chez eux. Donc évidemment, tu as plein de réseaux sociaux comme Couchsurfing qui t'aident. Mais tu vois, on a tout utilisé. On utilisait Facebook, Insta. Enfin, tu vois, on avait fait plein de trucs. Et en gros, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment ça le sentiment de liberté que je kiffe. Et je pense que le seul moyen pour moi d'avoir autant de liberté, c'est de lancer un business. Parce que j'avais eu des expériences où j'avais bossé dans des boîtes un peu plus traditionnelles. Donc pendant toutes mes études, j'ai bossé. Donc j'ai été babysitter pendant longtemps. J'ai donné des cours à des gens en médecine, genre sur de la chimie. J'ai aussi été vendeur aux Galeries Lafayette pendant longtemps. Et en fait, tout ça, à chaque fois, tu vois, dès qu'il y avait des boss ou des trucs comme ça, tu vois, globalement, il y avait plein de fois où je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils faisaient. Je me disais non, mais j'aimerais bien faire les choses autrement. Et je trouvais que les systèmes traditionnels, c'était complexe. Et donc, je me suis dit, bah, là, c'est le bon moment de se lancer. Ok, et du coup, tu disais que tu as eu pas mal de petits jobs, mais est-ce que, Ouais. tu vois, avec ton école de commerce, est-ce que tu as été salarié? Est-ce que tu as lancé ton premier business quand tu étais à l'école? Comment ça s'est déroulé? Ouais, j'ai lancé quand j'étais en école de commerce. Mon premier business, c'était avec mon père. Mon père, en fait, il faisait de la sérigraphie, donc il savait imprimer sur des t-shirts. Et on a lancé une marque de t-shirts ensemble. Donc l'idée, c'était que lui, il allait gérer toute la partie business, enfin pas toute la partie plutôt production, tout ça, et moi, je gérais toute la partie business. Et en fait, je lui ai mis pas mal de pression, tu vois, pendant 3-4 mois. Donc j'avais créé une première communauté sur Facebook qui s'appelait A Taste of Paris, où je postais plein de photos de Paris que j'allais récupérer sur Insta et tout. En quelques mois, on était monté genre à 3000 likes ou un truc comme ça, et je m'étais dit, tous ces gens-là, ils adorent Paris. Et comme notre marque, elle s'appelle Paris reste un rêve, j'étais persuadé que les gens allaient acheter. Bon, c'était n'importe quoi, hein, mais dans ma tête, j'étais convaincu, tu vois. Et au moment où on allait lancer le site, je me suis dit, c'est sûr qu'on va avoir, tu vois, des centaines de commandes et après, le bouche à oreille fonctionnera et d'ici 1 an, on est une bête de marque, tu vois. Sauf qu'en fait, dans les faits, on a lancé et là, genre, pas de commandes, tu vois, ou genre 5 commandes. Et en fait, une fois que tu as ces 5 commandes, bah, clairement, tu sais que tu n'auras pas de bouche à oreille parce que les seules personnes qui ont acheté, c'est des gens proches ou des potes ou ta famille, tu vois. Et là, je me suis retrouvé face à genre cet énorme échec. J'avais mis beaucoup de pression à mon père parce que je lui disais que quand le site serait live, on aurait tellement de commandes qu'il devait faire du stock. Donc, on avait énormément de stock et cet échec, tu vois. Et donc, à chaque fois que je voyais mon père, bah, tu vois, lui, je sais que ça lui avait mis la pression, qu'il s'était stressé pendant 3 mois et que là, au final, il n'y avait rien, tu vois. Et donc là, tu te rentres dans toutes les galères de te dire, bah, tu vois, c'est ta famille, c'est ton père, il y a eu des tensions, c'est compliqué et ça avance pas, tu vois. Donc j'ai essayé de faire des trucs. En plus, j'avais les cours en parallèle. Donc c'était pas non plus ultra simple de gérer. Avec mon père, ça se passait pas forcément ultra bien, c'était un peu tendu. Donc tu vois, c'est cette phase-là de transition où j'ai un pote qui est venu me voir à HEC justement et qui me disait, bah, je lance une agence d'acquisition où on va aider les gens à trouver leurs futurs clients. Moi, j'avais fait pas mal de prospection en B2B, machin, enfin ce qu'il m'expliquait. Est-ce que ça te chauffe, tu vois? Et là, je me dis, bah, trop cool. Être avec une autre personne en business, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et j'ai plutôt envie de faire ça que de continuer le truc de t-shirt. Et là, tu vois, tu dois expliquer à ton père que c'est compliqué, tout ça. Et c'est là où tu rentres dans le truc que fermer une boîte en France, c'est genre super relou, tu vois. Tu as plein de documents. Enfin, tu vois, quand tu plies ta boîte, maintenant, c'est plus simple vu qu'il y a eu le Covid. Donc, tu sais, tu peux faire toutes les démarches en ligne. Donc, ça, c'est cool. Mais à l'époque, il fallait se déplacer, genre au greffe, donner tous les papiers. Tu devais faire 3000 trucs, les comptes en banque, les machins. Et ça te coûte de l'argent, quoi, de plier une boîte. Donc en vrai, c'était très compliqué. Mon père, tu vois, il se sentait un peu mal aussi parce qu'il avait l'impression que, tu vois, c'était un peu de sa faute aussi. Et donc moi, je lui reprochais beaucoup de choses. Et en fait, je pense que je lui reprochais l'échec. Et donc ça a créé beaucoup de tensions. Donc j'ai fait la transition pour l'autre boîte où là, ça marchait beaucoup mieux. On arrivait à closer. Et là, c'était assez fou parce que j'avais aucune expérience en prospection. Mais du coup, j'arrivais à closer des gens sur des tickets, tu vois, au début, tu vois, c'était entre 500 et 1500 et après, ça a augmenté, tu vois. Mais c'était genre de l'argent qui rentrait, quoi. Et à ce moment-là, je pense que ça a été le vrai déclic parce que je me suis dit, en fait, sur du service, j'arriverai toujours à faire de l'argent, tu vois. Et je sais que c'est un truc qui va fonctionner et c'est cool de se dire qu'en fait, c'est ta personne, c'est toi qui arrives à facturer et ça rentre, quoi, en fait. Tu vois, et là, je me suis dit, putain, waouh, quoi, tu vois, ça y est, quoi. C'est le début de l'entrepreneuriat, c'est stylé. Après ça, du coup, j'ai décidé de vendre mes parts parce qu'avec mon associé,
En gros, moi, je trouvais que le service, ça ne scalait pas, tu vois, c'était difficile de le mettre à l'échelle, il faut que tu recrutes beaucoup, c'est compliqué. Et comme on utilisait tous les outils qui existaient sur le marché, tu vois, de prospection, je me suis dit, il y a sûrement un coup à jouer là-dessus parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnalisation, pas assez, tu vois, on va dire de fonctionnalités qui te permettent de construire des relations. Et toutes les personnes qui parlent un peu de prospection, j'ai l'impression que c'est des gens qui n'en ont jamais fait, tu vois. Parce qu'ils te disent, t'envoies 10 000 mails à des gens que tu connais pas et tu vas faire des ventes, tu vois. Ça marche pas comme ça, tu vois. Il faut créer du lien, il faut personnaliser à fond, tout ça. Et donc, je me suis dit, nous, on va arriver avec quelque chose de différent. Et en parallèle, vu que j'étais à Station F, qui est un incubateur à Paris, en gros, j'avais rencontré 2 développeurs, Vianney et François, qui, eux, avaient la quarantaine et qui codent depuis qu'ils ont 6 ans. C'est 2 frères. Et en fait, je les avais aidés sur des projets un petit peu à Station F pour que les gens se rencontrent, tout ça. Donc moi, je faisais la partie business, eux, ils codaient les trucs. Et en fait, je me suis dit, vas-y, on s'entend grave bien. Et du coup, ça serait peut-être cool de se lancer ensemble. Et début 2018, on a décidé de lancer Lemlist ensemble. C'est hyper intéressant parce qu'on voit effectivement que tu as eu un échec au début avec justement ton père. Tu as su rebondir sur un business dans lequel tu n'avais pas forcément de compétences de prospection, etc. Tu as su t'en sortir. Et après, au final, ça t'a amené vers aujourd'hui l'entreprise que tu es aujourd'hui. On reviendra justement sur Lemlist d'ici quelques instants. Est-ce qu'il y a un élément de ton parcours qui a été vraiment marquant pour toi, qui a vraiment tout changé, un élément que tu retiendrais? Je pense dans mon parcours, à un moment, tu vois, j'avais bossé pour une boîte qui s'appelait Procter Gamble. C'est, tu vois, ils font tous les shampoings, genre Head and Shoulders ou les trucs pour nettoyer le sol, Monsieur Propre. Moi, je bossais pour Monsieur Propre, tu vois. Et en fait, là-bas, c'était une bête d'entreprise, dans le sens où même si les produits sont pas sexy, c'est une entreprise à l'américaine, donc tu as des horaires qui sont, genre, tu bosses pas énormément et tu as un putain de cadre de vie, tu es supra bien payé. Enfin, tu vois, c'est vraiment trop cool. Et là-bas, j'étais en stage. Et sachant que quand tu es en stage, les mecs te payent, donc c'était à Bruxelles, j'étais payé 1 800 € par mois. Et en plus de ça, j'étais logé à l'hôtel et j'avais genre plein de trucs, enfin plein d'avantages, tu vois. Et pour un stagiaire, c'est royal. Et en fait, du coup, ce stage, leur objectif, c'est de recruter des gens. Et à la fin, tu as une Hiring Letter of Recommendation. Donc, c'est en gros pour une lettre qui va te dire OK, cette personne sera embauchée si on a un poste qui s'ouvre. Donc, c'était le truc que tout le monde voulait, tu vois. Et globalement, je suis quelqu'un d'assez compétitif dans ma vie et tout. Et donc, j'ai tout le temps atteint les objectifs que je me fixais. Et mon objectif, c'était de l'avoir. Sauf qu'à la fin, je ne l'ai pas eu, tu vois. Et je ne l'ai pas eu parce que, en fait, je suis tombé sur une maître de stage qui était un peu, genre, qui était à la limite de l'harcèlement avec moi sur des trucs qu'elle faisait. Tu vois, elle était très jeune et elle me draguait beaucoup. Elle essayait de me montrer un peu ses dates pour me rendre jaloux. Enfin, c'était très bizarre. Et à côté de ça, en fait, comme elle ne s'intégrait pas du tout bien dans le nouveau service dans lequel elle avait été mise, il y avait aussi ce côté où, en gros, j'avais développé une méthode et elle a repris tout ce que j'avais fait en disant à son boss que c'était elle qui me donnait toutes les idées et tout, alors que ce n'était pas le cas, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte de ce qui pouvait se passer dans une entreprise, de la politique et de tout ça. Et c'est à ce moment-là, je te jure, où je m'étais dit, mais plus jamais de ma vie, j'ai envie d'avoir un boss ou une boss pour me retrouver avec des tocards comme ça, quoi, tu vois. Alors que je leur avais développé un truc qui marchait grave bien, qui allait générer du cash et tout, je me retrouvais avec vraiment rien, quoi, tu vois. Et ça, je t'avoue que je pense que ça m'est resté et ça a été une grosse source de motivation pour la suite. C'est ce qui a fait du coup que tu t'es lancé, que tu as lancé tes entreprises, etc. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, comme je l'ai dit juste avant, tu as démarré effectivement avec un échec, puis tu as rebondi, etc. etc. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu abandonner, où tu t'es dit non, c'est bon, l'entrepreneuriat, j'arrête, ou je lance un autre business, ou je sais pas, je vais me prendre un job et puis je vais être dans le confort. Est-ce que tu t'es posé ces questions-là? Ouais, t'es obligé. Franchement, en fait, ce qui était dur, c'est que, si tu veux, mon parcours, c'est… En gros, j'ai fait la fac, donc j'ai mes potes de fac. Ensuite, mes potes de fac ont commencé à taffer et tout ça. Moi, je suis rentré en ingé, donc j'ai décalé d'1 an. Ensuite, j'ai eu mes potes d'ingé. Mes potes d'ingé ont commencé à taffer, faire de l'argent, tout ça. Ensuite, je suis parti 1 an autour du monde, donc tout le monde disait ah, trop cool, t'es en tour du monde, machin. Mais en vrai, c'était tout l'argent que j'avais économisé. Donc, je suis rentré, j'avais quasiment plus d'argent. J'avais une école de commerce à payer. Donc, je suis rentré à HEC et je sors d'HEC. Et là, mes potes d'HEC, pareil, commencent à taffer tout ça. Et moi, je me retrouve à entreprendre. Donc là, tu te retrouves avec des gens qui taffent en moyenne depuis 1 à, je sais pas, 3-4 ans, donc qui commencent à gagner pas mal de thunes. Et toi, moi en l'occurrence, j'étais au RSA, tu vois. Donc j'avais une meuf à l'époque qui payait l'appart, donc on vivait dans 30 mètres carrés, et j'avais 500 € pour vivre. Ce qui veut dire que toutes les semaines, quand mes potes se faisaient des restos le vendredi soir, moi j'étais obligé de mytho et de dire
bah non, tu sais, non, j'ai déjà un truc, j'ai un dîner ou un truc comme ça parce que tu n'as pas envie de dire non, j'ai pas d'argent, voilà. Donc mon dîner, en vrai, c'était moi face à un plat de pâtes. Après, je sortais. Quand tu sortais en soirée, bah, tu es là et tu es avec ta bière dans ta main et les gens ils disent vas-y, reprends des verres et tout. Et toi, tu dis non, je n'ai pas trop envie de boire ce soir. En vrai, tu es comme tout le monde, tu as envie de boire, tu as envie de faire la fête et tout, mais tu n'as juste pas l'argent pour ça. Donc tu as tous ces moments qui sont ultra durs. Tu as des moments où, tu vois, quand tu te lances, moi, mes parents, ma famille, mes proches, ils me posaient tout le temps la même question, quoi. À chaque fois que je les vois, c'était quand est-ce que tu vas te payer, tu vois? Ou est-ce que tu reçois un salaire? Est-ce que tu as un salaire? Est-ce que tu te payes? Et en fait, eux, ils le font parce qu'ils sont inquiets pour toi. Mais toi, du coup, tu vois, c'est à chaque fois, tu dois expliquer que non, pas encore, tu vois. Et donc, en gros, tu as l'impression que c'est un échec ou que c'est un couteau qu'on te met et qu'on te retourne, tu vois, à chaque fois que tu dois répondre à cette question. Donc, en fait, il y a eu des moments où moi, tu vois, genre, j'ai un peu coupé les ponts avec ma famille, tout ça, parce que ça me saoulait de répondre à cette question. C'était difficile, c'était chiant de tout le temps dire que non, tu n'as pas d'argent, tu vois, au début. C'est les débuts, tu vois. Et de les convaincre parce que, tu vois, j'ai eu cet échec avec mon père. Après, j'ai monté l'agence, j'ai revendu mes parts, mais je ne suis pas parti avec de l'argent, tu vois, je restais au RSA. Hein, j'ai revendu mes parts, je me suis fait 1000 balles, tu vois. Donc, c'était moins d'argent que ce que j'avais fait rentrer dans la boîte, tu vois. C'était plus pour un truc administratif et j'avais pas envie de foutre mon associé dans la merde, donc j'ai vraiment rien pris de ça, tu vois. Donc, en fait, tu vois, tu te retrouves à ça. Et puis, à côté de ça, tu vois, tu as des offres de job chez des boîtes comme Hermès, machin, tout ça. Donc, tes parents, ils sont là, mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Et tes proches commencent à douter aussi, tu vois. Et quand tu as ça, ben, quand tu as des gens qui doutent autour de toi, toi, tu doutes forcément, tu vois. Je pense que là, tu vois, une fois de plus, c'est la résilience et ce côté où je déteste l'échec, tu vois. Donc, genre, moi, je m'étais dit, il n'y a pas moyen que tu rates, tu vois. Et donc là, c'est, oui, est-ce que j'ai eu envie d'abandonner? Plein de fois, tu vois. Il y a des moments où c'est dur avec tes associés, tu as l'impression qu'il y a des galères. Enfin, tu vois, nous, on n'a pas le même âge avec mes associés. Ensuite, il y a la partie tech versus la partie business. Ça veut dire qu'on pense déjà de base de façon assez différente. Et après, derrière ça, tu as le fait que, bah, tu vois, on est aussi très différents. On ne s'est pas associé en étant potes. On s'est associé parce qu'on était complémentaires. Donc, en fait, tu te retrouves, tu vois, genre, moi, je me rappelle, après peut-être 8 mois, ouais, 6 à 8 mois de l'Emlist, on a eu une grosse embrouille avec Vianney. Et genre, à un moment, on n'avait plus de communication. C'est-à-dire qu'il ne me répondait plus, il ne répondait plus à aucun de mes messages. Moi, je me suis dit, c'est la fin, tu vois. Et en fait, plus tard, on a mis en place des process pour communiquer, pour tout ça, mais c'était long, tu vois. Et donc, des moments où tu es vraiment down, 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 j'en ai eu. Et après, tu vois, c'est un peu ce côté où faut que tu. En fait, je pense qu'il y a plusieurs trucs qui m'ont aidé. C'est un, être tout le temps ultra proche de nos clients, donc utilisateurs. Parce qu'à partir du moment, tu vois, où tu sais que tu apportes de la valeur à des gens, je pense que ça te motive de ouf. Peu importe que ça soit une phrase en mode ce que vous faites, c'est excellent, j'ai kiffé ton article, j'ai adoré ci, j'ai adoré ça. Juste un petit truc, ça, tu vois, ça me redonnait du boost pour un mois, 2 mois, tu vois, où j'étais à bloc, tu vois, niveau énergie. Et après, c'est aussi avoir un objectif, tu vois, qui soit mesurable. Donc, tu vois, nous, en l'occurrence, c'était le MRR, donc Monthly Recurring Revenue, l'argent qu'on fait tous les mois. Comme on vend un abonnement, tu vois, c'est la seule métrique qu'on regarde. Et ça, à partir du moment où tu vois qu'il y a une évolution qui est positive, tant qu'il y a ça, tu vois, genre je savais qu'on allait sur le bon chemin. Je ne savais pas combien de temps ça allait prendre, mais je savais qu'on était sur la bonne route et ça me suffisait, tu vois. Mais clairement, ouais, tu as plein de moments où tu as envie de tout abandonner, quoi. Ouais, puis c'est vrai, comme tu l'as dit, la place de la famille, elle est vraiment importante parce que bah, même ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de Ah bah ouais, faire? c'est clair. Moi, c'est pareil, j'ai fait une école de commerce. J'ai tout de suite, bah, j'ai jamais été salarié, en fait, j'ai tout de suite pris l'autre voie. Et c'est vrai qu'au début, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est chez lui, sur son ordi, à bidouiller des trucs. Mm. Et c'est important parce que s'ils ne te soutiennent pas, c'est là aussi où tu peux sombrer, quoi. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui se relèvent pas parce qu'il y a leur famille pas qui leur tire dessus, mais voilà, Ouais, c'est clair. Bah, je pense qu'il faut savoir, tu vois, faut savoir faire la part des choses. Et je pense qu'il y a un truc qui est important aussi, c'est faut savoir enlever de sa vie les gens toxiques, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc qui prend du temps. Surtout quand tu es. Enfin, toi, moi, je me considère, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais je me considère comme quelqu'un d'assez gentil, tu vois. Et je sais que la gentillesse, il y a des gens qui essayent d'en abuser. Et quand tu commences à avoir, et que ça commence soit à bien marcher, soit, tu vois, enfin, tu attires forcément des gens toxiques. Et il faut savoir, tu vois, dire non, il faut savoir apprendre. Et pour les débuts, c'est un peu la même chose. Quand tu as des gens qui essayent de te tirer vers le bas, en fait, je pense que la seule question qui est la plus importante à se poser, c'est quand tu te lèves le matin, comment tu te sens? Ouais. Est-ce que tu as genre la boule au ventre, la pression et tu as l'impression que tu vas craquer? Ou est-ce que tu te dis, franchement, ok, je gagne peut-être pas d'argent, mais en fait, ce que je fais, je kiffe et je kiffe le projet et je suis bien dans ma vie. Et si c'est le cas, continue, tu vois. Parce qu'en soi, tu vois, enfin, j'ai vécu entre au RSA ou maintenant où ça n'a rien à voir. Franchement, l'argent, c'est pas ce qui définit
mon bonheur, tu vois. Évidemment que ça aide. Enfin, tu vois, quand tu peux te payer tout ce que tu veux, c'est cool. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas être plus heureux ou moins heureux, quoi. Ouais, exactement, ça contribue, mais c'est Ouais. pas. Disons que si tu es riche, mais que dans tes relations ça va pas et que dans ta vie il n'y a rien qui va, Ah bah oui, c'est la bah, merde, voilà, tu seras malheureux, quoi. ouais, exactement. Ouais, c'est clair. Exactement. On va continuer un petit peu sur l'Emlist. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé de la création, de comment tu as rencontré tes associés. Tu as aussi évidemment expliqué un petit peu ce que vous faisiez. Ce qui est hyper intéressant avec l'Emlist, c'est que vous avez réussi à développer une entreprise qui génère plusieurs millions d'euros tous les ans et sans lever de fonds. Donc ça, c'est ça qui est hyper intéressant parce que forcément aujourd'hui, on croit que pour créer une boîte qui génère des millions, il faut lever des fonds, mais ce n'est pas le cas d'ailleurs, tu en es la preuve. Comment est-ce que vous avez fait au début pour trouver vos premiers clients? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un hack de ouf ou est-ce que c'est du travail? En vrai, c'est du travail. Il n'y a pas de. Tu peux toujours faire des petits hacks ou des choses comme ça, tu vois, qui vont driver, mais le hack, de toute façon, c'est une stratégie qui est très court-termiste. Tu peux pas construire une compagnie sur un hack. Tu vois, il y a plein de gens qui vont te raconter l'histoire de Airbnb avec Craigslist, Ouais. etc. Il n'y a pas que ça, tu vois. C'est tous les autres trucs qu'ils ont fait avant. Ils ont fait un truc sur des boîtes de céréales. Ils ont fait un truc sur. Il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. De notre côté, je pense que l'avantage qu'on a eu, je dirais, c'est qu'on a créé un produit qui aide à faire de la prospection. Donc moi, c'était un milieu du coup que je connaissais un petit peu avec l'agence. Donc en fait, dès les débuts, je faisais énormément de prospection. Donc j'utilisais notre propre outil. Je testais plein de trucs. Des fois, la plupart du temps, je me prenais d'énormes portes. Et petit à petit, tu vois, j'ai testé tellement de campagnes, tellement d'approches, qu'en fait, j'ai eu des bons résultats. Les campagnes qui fonctionnaient le mieux, j'écrivais des articles à propos de ces campagnes où j'expliquais. J'étais la première personne à montrer publiquement les templates que j'avais utilisés pour recevoir tel type de réponse. Et en fait, les gens, le fait d'avoir cette transparence, ils connectaient vachement parce qu'ils se disaient ça, c'est réel, tu vois. Le mec l'a fait, il nous montre des vrais résultats. C'est exactement, tu vois, le step-by-step process de ce qu'il a utilisé et tout. Et donc, pour les gens, c'est très actionnable. C'est des choses qu'ils peuvent reproduire. Et quand ton seul objectif, en fait, c'est de montrer ce que tu fais et d'essayer, en fait, de dire aux gens, faites la même chose et vous allez voir. Quand les gens, ils le font et qu'ils ont des bons résultats, en fait, tu es très user-centric. C'est-à-dire que les gens ont des bons résultats, donc ils vont continuer d'utiliser ton produit, ils vont partager ton article parce qu'il est cool, et ainsi de suite. Et donc, en fait, tu vois, on a eu un peu ce cercle, on va dire, où c'était, je construisais des relations avec des gens en faisant de la prospection. L'objectif, c'est jamais de vendre, c'est toujours, tu vois, tu contactes quelqu'un pour savoir ce qu'il fait, comment ça marche pour lui, échanger des tips and tricks sur des trucs qui fonctionnent. En fonction de tout ce que j'apprenais, j'écrivais du contenu. Ce contenu, je le partageais avec la communauté. J'essaie aussi de réfléchir, donc typiquement, tu vois, un truc qui est assez gros dans la prospection, c'est la délivrabilité. Donc, est-ce que tes mails arrivent dans l'inbox ou dans le folder des femmes, de spam, pardon. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu vois, il y avait plein de gens qui me disaient j'ai des problèmes de délivrabilité, problèmes de délivrabilité. Donc, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour être un expert là-dedans, tu vois? Et donc, j'ai réfléchi, j'ai testé 1 milliard de trucs, j'ai pris tous les outils, tout ça. On a bossé vachement sur la partie dev là-dessus et j'ai expliqué tout ce qu'on avait fait, expliquant pourquoi c'était la meilleure délivrabilité, qu'est-ce qu'il fallait faire, tout ça. Et en fait, ce contenu, une fois que j'avais parlé à toutes les personnes qui avaient des problèmes là-dessus, je leur ai envoyé. Donc pour eux, tu vois, tu leur apportes énormément de valeur. Évidemment, ils sont trop contents. Du coup, ils reviennent, ils commencent à tester ton produit et au bout d'un moment, ils l'utilisent, ils ont des bons résultats, ils sont contents. Et là, tu as tout ça, tu vois. Et donc rapidement, on a créé une communauté qui est devenue la plus grosse communauté autour des sales automation. Ça s'appelle l'Emlist Family maintenant. Et en gros, cette communauté, tu vois, c'est que des gens qui partagent des tips, des conseils sur comment faire de la prospection, tout ça. Et en fait, tu crées un petit peu cette marque forte autour de tout ce que tu fais et tu as un vrai cercle vertueux qui fonctionne bien et qui génère de plus en plus de bouche à oreille. Et aujourd'hui, tu vois, après 3 ans et demi, on n'a jamais dépensé 1 euro en ads encore. On va le faire, mais on n'a jamais dépensé d'argent en advertising. Ok, je savais pas, d'accord, c'est Ouais. hyper intéressant. Donc ça veut dire que les premiers clients, ça a été de la communauté ou ça a été des gens C'est que moi t'as qui suis allé prospectés? les chercher Ok. avec ma bite et mon couteau. Ouais, ok, vraiment Ouais. en mode guerrier, Ouais, quoi. en mode guerrier, voilà, c'est ça. En gros, j'ai utilisé des petits hacks que j'ai utilisés qui marchent bien et que beaucoup de gens peuvent utiliser. C'est typiquement, mettons que ta cible, c'est les entrepreneurs ou les startups. Tu vas aller dans un groupe genre French Startup, etc. Et dedans, tu vas dire, voilà ce que mon outil permet de faire ou en gros, voilà les résultats que j'ai eus grâce à tel outil. Donc moi, ce que je faisais pour des campagnes de prospection, je mettais un screenshot d'une de mes campagnes qui avait super bien marché. Et je disais, voilà, on a développé un outil qui vous permet d'avoir ce type de résultats à vos campagnes de prospection. Donc les gens sont là, oh putain, c'est ouf. Si vous êtes intéressé, commentez-moi et je vous contacterai pour un lien pour la bêta privée. Tu vois. Et là, boum, tu as de plus en plus de gens qui commentent. Plus tu as de gens qui commentent, plus le reach il est élevé. Et donc, comme ça, tu vois, tu drives énormément de trafic. Et donc ça, on l'a fait sur plusieurs trucs.
Tu as soit cette stratégie, soit la stratégie, c'est la stratégie du feedback. La stratégie du feedback, elle est assez simple. C'est en gros, tu vas sur un site, pareil, tu vois, tu targetes des entrepreneurs. Tu leur dis « Hello à tous, je me lance, j'ai fait cette landing page. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous modifierez? Qu'est-ce que vous comprenez exactement là-dedans ?» Les gens adorent donner leur avis. Du coup, ils vont cliquer sur ton lien parce qu'il y a le côté où tu attises de la curiosité. Ils vont checker et s'il y a écrit genre le tool pour les entrepreneurs et tu sais que tu es dans un groupe d'entrepreneurs, ben forcément les mecs ils vont être curieux, ils vont scroller et dedans tu vas forcément en convertir. Et en plus de ça, ils viendront commenter parce que tu vois, ils vont vouloir te donner des feedbacks. Donc tu as ça fonctionne très bien. Autre truc aussi, un autre hack qui avait bien fonctionné, c'est j'avais créé genre en 2-2, tu vois, sur Photoshop, genre 6 logos, un peu chum, mais je m'en foutais, tu vois, c'était juste pour faire une expérience. J'ai pris les 6 logos, j'ai posté sur LinkedIn et j'avais mis donnez-moi le logo que vous préférez en commentaire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, les gens adorent donner leur avis. Ah ouais. Du coup, tu as tout le temps des gens qui vont commenter, mais du coup, tu as des gens qui te disent mais c'est quoi exactement ce que fait la boîte? On ne peut pas te juger si on ne connaît pas, nanana. Mais sur les logos, tu avais écrit Lemlist. Donc en fait, d'un coup, tu as ton brand awareness qui monte parce que tu as des gens qui vont consulter Lemlist. Donc on voyait quand j'avais fait mon post, vu qu'on n'avait pas de trafic à l'époque, un petit pic, quelques sign-up. Et donc tu vois, juste avec un petit post comme ça, tu n'as rien dépensé. Tu te fais genre 20-30 sign-up à ta bêta et c'est cool, tu vois. Ok, bah merci pour ces hacks. Et ce qui est assez marrant, c'est que le hack sur Facebook, c'est vrai que nous on l'a utilisé aussi sur Skill. On a eu 150 commentaires sur French Startup, je crois. Trop cool. Donc c'est vrai que c'est un hack qui est validé du coup, hein. Donc Ouais. les gens peuvent l'utiliser. Demander aux gens de tester votre produit, c'est la base en fait. Même vous aurez des retours utilisateurs et c'est hyper important pour l'améliorer. Et je pense que c'est la base quand on est entrepreneur et qu'on sort un produit. Et du coup, avec Lemlist, j'imagine que vous avez eu vos premiers recrutements. Ça a dû être aussi des épreuves et des moments assez inoubliables. Est-ce que tu as peut-être une histoire à nous raconter sur ton premier recrutement? Quel poste c'était? Comment vous avez géré ça? Ouais, alors premier recrutement, c'est assez marrant, on ne voulait pas du tout recruter. Je pense que ça faisait 9 mois qu'on avait lancé Lemlist et en fait, c'était un fan qui nous a écrit en mode j'adore ce que vous faites, il y a trop de trucs cool avec la communauté, mais je pense qu'on pourrait faire encore plus de trucs. Donc je m'étais dit bon vas-y, je vais… Surtout qu'il avait fait une référence au basket, sachant que j'en ai fait beaucoup, j'étais là bon vas-y, je vais quand même le prendre en call. Le mec était basé en Serbie et quand on parle, en fait, il a bossé pour une boîte australienne, là il bosse pour une boîte américaine et je suis là putain mais en fait le mec est chaud quoi, anglais parfait et tout. Et il me dit lui ce qu'il aimerait bien faire c'est du content et tout. Et il me dit vas-y donne-moi des sujets, je t'écris du contenu gratuitement. Et là je fais gratuitement, attends c'est un peu chelou tu vois, c'est quoi le piège? Il me dit non mais tu me testes et si ça va on voit tu vois. Et je dis non mais si tu écris du contenu je te paye, enfin tu vois, même si c'est un test je m'en fous quoi. Donc je le paye pour un premier truc. Et après, genre, le mec fait un taf qui est plutôt correct. Donc, je le dis, bah, vas-y, si tu veux, j'ai un budget de 300 balles par mois. Toi, tu es encore en poste. Taf le nombre d'heures qui te semble correct pour 300 balles par mois. Et on voit comment ça se passe, tu vois. Et en fait, petit à petit, bah, du coup, il écrivait du contenu. Je l'aidais vachement à monter en compétences et tout. Et un an après, un peu moins d'un an après, ça a été notre premier employé. Donc, il a quitté sa boîte pour venir full-time chez nous. Et maintenant, c'est notre Head of Growth. Donc, il a vachement évolué. Donc ça, c'était, tu vois, genre premier vrai recrutement full-time. On a quand même mis, je pense, 14-15 mois. C'était le moment où on commençait à se payer nous. On a pu recruter quelqu'un en même temps. Et après, on est resté, tu vois, une petite équipe jusqu'au premier million. Premier million annuel, enfin d'ARR, donc revenu récurrent annuel. On était 6 dans la boîte. Donc, ouais, petite team. Et comment justement vous avez géré ça? Quels sont pour toi les rôles clés en fait pour ta team au début? Le rôle que j'ai adoré recruter, c'était c'est Ena qui est maintenant être Head of Customer Support, mais c'était la partie support, donc répondre aux clients. Parce que ça, en fait, c'est un truc que j'ai fait pendant 18 mois. Et quand tu fais ça sur 3 time zones, Australie, Europe et US, franchement, c'est des longues journées. Ok, ouais. Et donc, je répondais tout le temps. Et bah, d'ailleurs, là-dessus, c'était assez marrant parce que des fois, pendant que j'étais en Customer Support, il y avait des gens qui me disaient c'est pas possible, appelle le CEO, je le connais personnellement et tout. J'étais là, mais c'est moi en fait. Enfin, tu sais, genre, j'ai pas mis un faux Guillaume genre, pour répondre à ma place, tu vois. Et donc, du coup, c'était assez drôle. Mais en tout cas, c'est une bête d'expérience parce que plus tu es proche de tes utilisateurs et plus tu connais les pains. C'est juste qu'il y a un moment où, toi, en tant que CEO, tu dois prendre un peu de distance, même si je garde vachement ce contact avec les gens, mais je prends un peu de distance et j'essaye de déléguer tout ce qui peut être délégué en fait. Ok. Et un truc qui m'a un peu marqué, c'est que tu as dit du coup tu gérais les 3 supports aux 3 time zones. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des clients aux 3 coins du monde pour le coup. Et du coup, ça veut dire que les clients que tu as eu toi en créant une communauté, c'était en anglais, c'est ça? Ouais, on a tout fait en anglais dès le départ. En gros, c'est quand je te disais tout à l'heure que j'avais commencé à prospecter.
mes campagnes de prospection, je les ai testées en Europe, aux États-Unis et en Australie. Et en fait, le taux de meeting que j'avais était quasiment similaire selon les régions, mais par contre, mon taux de closing aux US, il était beaucoup plus élevé. Et donc, je me suis dit, c'est cool parce que c'est un marché stylé. Et en plus de ça, franchement, on a toujours eu envie, enfin, toi, moi, j'ai jamais eu de problème à prospecter aux US, donc je me suis dit, bah, go, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, on a plus de 10 000 clients et la grosse majorité aux États-Unis. Donc, Intéressant, ça. la France, ça doit être, je pense, ouais, maintenant, ça a peut-être un peu changé, mais ça doit être genre 4e marché. On a l'Australie qui est très gros aussi et Royaume-Uni aussi, tu vois. Et après, on a partout dans l'Europe, on a des clients dans plus de 85 pays. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment international, ouais. Ouais, c'est énorme. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on se dit souvent, alors c'est peut-être la culture française qui est comme ça, on se dit souvent, ouais, le marché américain, il est dur à attaquer, il ne faut pas y aller. Ouais. Et vous, c'est votre première source de clients. Ouais, Et c'est dû à quoi, tu penses?